il aurait pu désigner tous ces amis qui sont là. Mais il se trouve que nous sommes dans le même quartier, donc je suis plus près de lui. Et ensuite, il nous arrive souvent d'être ensemble jusqu'à une très tardive, jusqu'à minuit quelquefois. D'ailleurs, nous avons tout dernièrement convenu de nous séparer un peu plus tôt pour aller voir nos épouses et nos enfants. Donc, je le remercie et je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans ce centre pour assister à cette cérémonie de dédicace de son dernier livre. Le livre qui s'intitule le leadership politique en question en Afrique. Quel leader pour une Afrique qui va avancer? Vous me permettrez aussi de remercier le directeur, je crois qu'il n'est pas là, il paraît qu'il a pour le directeur de ce centre, le professeur Ousmane Sen, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce centre pour nous permettre de nous rencontrer ce soir et pour discuter de ce livre. Ousmane est un homme généreux. Après avoir été enseignant pendant des décennies et avoir formé des milliers d'étudiants sénégalais, africains et des jeunes gens venant de tous les pays du monde, il a prolongé ses activités en ouvrant ce centre de recherche qui permet à tout un chacun de venir exposer ses idées ici, et, bon, sans être inquiété. Pour le moment. De toute façon, au Sénégal, il y a une démocratie qui est réelle, mais comme toute démocratie, nous avons besoin de la consolider. D'ailleurs, ce soir, si on n'a pas beaucoup de monde ici, il faut le reconnaître aussi, c'est parce qu'il y a cette manifestation politique qui se passe à un peu plus de 2 km de chez nous ici. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas et qui auraient dû être aujourd'hui ici s'il n'y avait pas cette manifestation. Mais nous allons sans tarder, je crois, commencer cette rencontre. Je suis à côté de mes jeunes frères Bouba et Ismaël, qui chacun va à son tour, je crois que c'est toi qui présente le livre, et Ismaël va parler de Menyaïder. Donc moi, mon rôle sera tout simplement de présider et après leur intervention, de distribuer la parole pour que ceux qui veulent intervenir pour parler du livre, de l'auteur, alors puissent intervenir. Et je crois que vous avez la parole ce soir. D'accord. Merci. Doyen Aziz. C'est une occasion d'être encore à côté de toi, à côté de Ismaël, mon collègue, frère et Torat. Le hasard a voulu que sur cette table, qu'on soit tous de Ouakam. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, parce que nous voyons très souvent. Mais je me demande s'il existe ce mot hasard. On me dit Alidien,
notre doyen, à qui on a rendu hommage samedi dernier, qui disait souvent que les intellectuels, on a tendance à théoriser nos carences. Si on ne comprend pas tout un mot, et puis on dit que c'est ça. Bon, je pense pas qu'il s'agit de hasard, parce que en 2013, j'étais ici, sur cette même table, pour présenter un autre livre de Maniaï sur le régime de Abdoulaye Wade. Je crois que c'est Dansoro qui avait fait la préface. Moi, on m'avait chargé de dire ce que je pense du livre. Cette fois-ci, l'exercice est un peu plus délicat parce que Maniaï m'avait demandé de faire la préface. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai écrit, ce que je pense. J'ai eu plus de recul cette fois-ci. J'ai eu la chance de voir le livre en construction. Et je voudrais commencer par là et féliciter Maniaï, qui m'a fait cette dédicace. Mes remerciements à toi pour ta contribution décisive à la réalisation de cet ouvrage, fraternellement. Pour moi, c'est un grand honneur, d'abord, d'avoir été choisi par Maniaï pour faire la préface de ce livre. Pourquoi? Parce que nous sommes très nombreux dans ce pays. Nous sommes des milliers d'intellectuels, de militants pour les transformations sociales, socio-économiques, politiques et culturelles au Sénégal, à pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Mais ce que je le fais par devoir. Je crois que Ismaël va y revenir. Maniaï et beaucoup de personnes dans cette salle. Je vois Boubacar Diallo, je vois... C'est des doyens que je respecte. Je ne peux rien refuser. Parce que je les ai connus quand moi j'étais tout jeune. Et ils étaient militants du PAI. Je vois qu'on me demande... Est-ce que je fais la politique? Je dis, moi la politique, je suis né, ma grand-mère était... J'ai eu une grand-mère qui était militante du PRA. Moi quand je suis... Et j'avais des cousins qui étaient membres du PAI. C'est comme ça que toute cette génération, j'ai connu. Et quand, effectivement, ils produisent quelque chose, je lis ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. La deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit, on est tous, Maniaï, moi et beaucoup d'amis, militants d'une association à Ouakam qui s'appelle l'association des résidents de Ouakam. Alors, le thème qu'il pose est un thème très important, le leadership. Parce que tous les jours que fait, dans cette association, où on se bat pour transformer un certain nombre de choses, pour faire même des actions concrètes, à savoir le tout à l'égout, alors on est confronté à des problèmes très sérieux. Et pire encore, on voit des situations où le manque de leadership dans ce pays nous empêche d'avancer. Le leadership Kara, l'exemple que je prends, c'est le problème des terres à Ouakam. Ça, il y a un grand problème, je ne développe pas, et Maniaï, c'est ce genre de problème qui pose. Quand il y a un leadership qui n'est pas bon, personne n'est en sécurité. Alors, cette transition me permet de revenir sur les problèmes qu'il pose, le problème de leadership. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un leader? Quand Maniaï m'a montré le premier manuscrit, bon, il y a un ambassadeur ici, mais on ne peut pas... Je lui ai dit, ce livre, peut-être le mieux placé, c'est de prendre les ambassadeurs africains que je connais. Parce que vous parlez de Mandela, vous parlez de ce qui se passe au Burkina, etc., qu'ils puissent faire la préface. Ça aura peut-être beaucoup plus d'ampleur. Mais vous connaissez les situations très difficiles quand on est diplomate. Il se trouve que ce diplomate, au même moment, je lui avais laissé un livre sur le problème du leadership en Afrique. Et c'est un diplomate somalien qui m'avait offert ce livre. Le livre s'appelait Somalia, a Nation to Disappear. Une nation qui risque de disparaître parce que le leadership est Kara. Et cet ambassadeur me disait que lui, il est somalien. La Somalie, ils ont la même langue.
ils ont la même religion, et ça a explosé. Aujourd'hui, vous voyez. Donc, quand on n'a pas un bon leadership, le pays est foutu. Même si vous avez tous les atouts pour réussir. Donc, c'est ainsi qu'on a échangé. Et aussi, je me rappelle chaque fois au niveau des centres de l'économie, et je lis dans la prépa, chaque fois qu'il y a des débats, on revient sur le leadership. Et je cite souvent aux étudiants, parce qu'il y aura aux anciens étudiants, je leur dis qu'il faut lire le livre de Plekhanov, le rôle de l'individu dans l'histoire. Et dans ce livre, j'ai dit à Mandiaye, vraiment, c'est une occasion de revenir là-dessus. Et ensuite, le débat sur, et je souhaite que ce livre, Mandiaye devra peut-être se dérouler, je ne sais pas comment, mais qu'il y ait un résumé dans les langues nationales pour que les gens comprennent ce qu'il y a comme contenu. Ça, peut-être qu'il va le faire, parce qu'aujourd'hui, il nous donne l'occasion de réfléchir sur des mots importants. Qu'est-ce que c'est dites? Pourquoi il y a kilifa dans nos langues? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre dit et kilifa? Et moi, ça m'a donné l'occasion même de revisiter l'histoire africaine, parce que je suis professeur d'histoire ancienne. En Égypte pharaonique, le pharaon, il est représenté par le scorpion. Le scorpion, comme les Wolofs disent, le chef, il doit assurer la sécurité, permettre la régularité, la régulation d'un certain nombre de choses. Donc, ce livre est un livre capital, parce qu'en Wolof, quand on dit qu'il veut, guide spirituel, l'islam est passé entre l'autre. Et maintenant, dans nos langues aussi, on sait que c'est très complexe. Il y a ceux qui dirigent dans la maison, et dans la maison, il y a aussi des rôles que la femme assume et des rôles que l'homme assume dans notre tradition africaine. Donc ce débat qu'il pose, qu'est-ce que c'est dit dessus? Alors l'effet analysé par Mandiaye sur le cas Sénégal intéresse beaucoup d'Africains qui se posent les mêmes questions, et lui-même a été inspiré de commencer par faire un tour d'horizon, le contenu sur le continent d'hier à aujourd'hui. Du nord au sud, ce n'est pas un livre forcément sur le Sénégal. Il parle de l'est à l'ouest, il donne de larges extraits à la figure exceptionnelle de Nelson Mandela, Madiba. Et il a raison, et en signalant des côtes. Mandela est le seul personnage africain dont la statue trône si vous allez à Londres. D'habitude, les Européens ne respectent pas beaucoup les gens, hein, mais Mandela, il faut aller à Londres pour voir que, et en Afrique du Sud, je n'en parle même pas, parce que sa statue fait plus de 2 mètres. Hein, et à Johannesburg. Et je dis souvent à la génération 88, qui avait commencé à faire chaque année une journée Mandela, il faut y revenir. Parce que Mandela, ça mérite que le livre, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, qu'on puisse revenir régulièrement. Donc Mandiaye a bien fait. Ensuite, Mandiaye donne les contre-exemples. Bokassa, Idi Amin, Mobutu. Le cas sénégalais maintenant lui permet de revenir sur le leadership politique dans ces pays, sous la conduite des politiques depuis les indépendances, comme l'ont fait les assises nationales, coordonnées par le professeur Amadou Mokhtar Mbow, ancien dirigeant politique, ancien ministre et ancien directeur général de l'UNESCO, ancien militant du PRA. Moi, le doyen Mokhtar Mbow, c'est lui, c'est à ce moment que j'ai commencé à le voir. Quand il venait voir ma grand-mère, il y avait une section du PRA à la maison, et il y avait également des sections du PAI à côté. Donc c'est dans cette ambiance que vraiment, ce travail qu'il a fait au niveau des assises, qui a été un travail courageux, Mandiaye réalise. Mandiaye a eu le courage et l'intelligence de réfléchir sur un pouvoir chaud entre guillemets, c'est le pouvoir qui dirige actuellement. Dans ce livre, il y a une réflexion sur le pouvoir actuel. L'ouvrage est donc une continuation des réflexions sur les pouvoirs politiques et surtout une application du Conseil que lui-même avait lancé dans son dernier livre. Voilà ce que Mandiaye disait dans le dernier livre. Demeurons tous des sentinelles vigilantes pour prévenir la résurgence du wadisme sous d'autres formes. C'est ça qu'il avait dit en 2013. Alors, c'est dans le pouvoir de Wade, page 246. Du successeur de Wade, un autre analyste a pu écrire. Maintenant, ce que Mandiaye dit, il y a beaucoup de Sénégalais qui le pensent. Je cite
un collègue qui s'appelle Alioune Badara Diop, qui était à l'université de Gaston Berger, qui est maintenant à l'université de Dakar. Voilà ce qu'il dit. Et il l'a dit dans un ouvrage publié en 2013, la même année que Mandiaye. Il disait, si Macky Sall, le régime de Macky Sall, s'emploie à poser des conditions de rupture avec de telles pratiques clientélistes, il jouira certes de la crédibilité que décernent les bailleurs, mais il peinera à attirer de nombreux militants dont l'APR a tant besoin pour se massifier et s'autonomiser par rapport à une coalition qui le prend en charge. Le livre s'appelle Le Sénégal sous Wade. Et ce collègue Alioune Badara Diop a attiré l'attention du fait que ce que Mandiaye décrit, si le régime actuel fait la même chose, mais bonjour les dégâts, et on ne sait pas où ce qu'on va aller. Alors, le grand intérêt de cet ouvrage est de livrer ce qu'un intellectuel, un des déçus de la... Mandiaye est un des déçus de la seconde alternance. Mieux, il s'agit d'un intellectuel qui a fait partie du premier groupe d'intellectuels et d'artistes, avec son complice Modigan et moi-même, à avoir été invité par le président de la République actuelle pour échanger sur l'état de la nation, les voies et moyens pour améliorer le vécu des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc c'est quelqu'un qui a cru, comme beaucoup d'entre vous, qu'avec la seconde alternance, on allait vraiment éviter les travers du passé. On était là, nombreux, il y avait le Penambo, P.A. Sonam, Jouaka, on était très nombreux, a été reçu. Parce que le président de la République actuelle voulait savoir, est-ce que le Sénégal est dans la bonne direction? Donc, c'est quelqu'un qui répond concrètement à cette question. Dans ce livre, il montre qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, les Sénégalais doivent le lire. Nous sommes persuadés, voyez, c'est là où je vais terminer, que le livre de Mandiaye sur le leadership en question sur le continent africain sera beaucoup lu, sera commenté. Je souhaite qu'il aide à changer positivement la gouvernance politique, économique et sociale au Sénégal, en Afrique, dans le monde. Ce matin, j'étais à une réunion organisée par l'Union européenne, il y avait les ONG, etc. Et je leur ai dit, essayez d'acheter ce livre-là, parce que ce que vous êtes en train de dire, pourquoi ça ne marche pas? Comment faire en sorte que les citoyens exercent le contrôle citoyen et comment techniquement être armé pour voir si on est dans la bonne. Je dis que ce livre-là, quelqu'un qui veut savoir comment ça marche, il faut le lire. Je vous remercie. Je ne vais pas faire de commentaires, je vais passer immédiatement la parole à Ismaël. Et je crois que après, on va ouvrir un débat général pour discuter de tout ça. Ismaël, tu as la parole. Que dire après cette intervention magistrale de notre collègue et ami Boubou Diop? Que dire sur Mandiaye? Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire que les idées se bousculent dans ma tête. Mandiaye, merci pour l'honneur que vous me faites en me demandant d'intervenir à l'occasion de cette cérémonie de dédicace. Bouba, merci. En wolof on dit il m'a frayé la voix, comme il a l'habitude de le faire, avec beaucoup de générosité. Mandiaye se dit autodidacte, comme on a pu le dire de Sembène Ousmane aussi. Un autodidacte parce qu'il a suivi un enseignement qui était sélectif, trop sélectif. On parlait de concours d'entrée en 6e. Et il y avait une sélection que faisait déjà le maître au CM2. Parce que le taux de réussite dépendait du nombre d'élèves qu'il pouvait présenter. Et comment évaluer tous ces élèves? Comment aussi donner la meilleure impression de l'enseignement qu'on a fait pendant toute une année, ou bien du CI au CM2? Il y avait forcément de l'arbitraire. Et Mandiaye a été victime, dès son jeune âge,
il a été victime de cette sélection abusive. Et il a eu à dire à son maître plus tard qu'ils ont sacrifié beaucoup de gens. Cet élève, cet enfant qui a 6 ans, qui a 10 ans, 11 ans, que l'on renvoie de l'école, qu'est-ce qu'il peut faire si ses parents n'ont pas de moyens? Voilà la situation dramatique de gens comme Mandiaye. Il y en a beaucoup. Mandiaye a eu le mérite de savoir ce qu'il vaut, de militer assez tôt dans un parti politique, à un moment où la formation était assurée. Le parti était un cadre de formation, une formation rigoureuse. Les membres, ils remettaient une carte d'adhésion et un jury se prononçait avant que le militant soit retenu. Donc c'était une sélection aussi. Et on prenait les gens sur la base de beaucoup de critères. Il y avait un quart d'heure idéologique. Quel que soit le contenu de la réunion, au moins, il y avait l'idéologie. Ensuite, on vous apprenait à être altruiste, à être solidaire de vos camarades. Des gens comme Mandiaye, il n'y en a plus. Ce sont eux que Sembène appelle des inoxydables. Aujourd'hui, les militants des partis politiques ont tous derrière eux un plan de carrière caché. Et à la veille des élections, ils négocient une position qui peut être favorable pour qu'ils soient députés, conseillers municipaux, etc., etc. Alors que là, c'était l'engagement, c'était le dévouement, c'était l'altruisme. Mandiaye a vécu cela, il a adhéré au PAI, d'abord qui était clandestin, avec tous les risques qu'il y avait. La répression a été féroce sous Senghor. Et Mandiaye a été victime de cette répression, comme beaucoup d'autres camarades du PAI. Il a été emprisonné pendant 4 mois. Tout simplement parce qu'il était allé se former. À l'extérieur, il est rentré. Les relations entre le Sénégal et le Mali s'étaient améliorées. Alors, comme signal de bonne volonté, le gouvernement malien a cru devoir livrer donc, des militants, très militants, des africanistes purs, qui ont cru que l'Afrique ne pourrait pas se développer avec nos poussières d'État. Chacun avec ses lance-pierres, son cri de guerre qu'on appelle hymne. C'était des convictions très profondes. Et M. Mandiaye a été forgé de cette manière-là. Il a continué à se former. Et aujourd'hui, c'est l'un des cadres les plus sûrs au niveau de l'informatique. Et cela lui a permis de continuer son militantisme, aussi bien au niveau du PIT. N'est-ce pas? Et là aussi, c'était un cadre de formation à l'époque. On vous apprenait à distribuer des tracts, à rédiger des résolutions. Donc, cadre de formation, comme je disais tout à l'heure. Cadre de formation à tous les niveaux. Et chaque réunion se terminait par la critique et l'autocritique de chaque camarade, de chaque action menée, de chaque activité. Pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi il a réussi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Etc. Comme Che Guevara savait le faire. Chaque jour, le bilan de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a manqué dans mon action? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est sur cette base que Mandiaye s'est formé. Il n'y a plus de militants de cette manière. Sous ce moule-là, il n'y en a presque plus aujourd'hui dans les partis politiques. C'est le clientélisme qui l'a emporté. Donc Mandiaye, chaque jour que Dieu fait, et moi c'est la méthode, il fait des articles, beaucoup d'articles, sur les questions les plus diverses. Articles sur les banques. N'est-ce pas? Le taux d'intérêt, il est prohibitif. Il est usuraire. Mandiaye parle de la récurrence des accidents. Est-ce que ce sont des dysfonctionnements? Est-ce que ce sont des défaillances humaines ou techniques?
se pose ces questions-là. Le train de vie dispendieux de l'État. Et il donne des arguments, il apporte des solutions. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais aussi de faire des propositions de sortie de crise. Ce n'est pas des solutions. Mandiaye s'emploie à cet exercice. La justice, l'indépendance de la justice, les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Autant de questions que Mandiaye se pose régulièrement et auxquelles il apporte des propositions régulièrement. On a l'impression qu'il passe tout son temps devant sa machine, en train d'écrire, en train de réfléchir. Surtout, réflexion sur notre société, l'indiscipline des Sénégalais. L'indiscipline des Sénégalais. Le temps trop long consacré à la palabre et peu de temps consacré au travail créateur. Les discussions, les vaines discussions, le chantage exercé par différentes couches, sous différentes formes, sous diverses formes, dans les milieux les plus divers. Il a le courage de poser ces problèmes. Même l'avenir des petits talibés, on les appelle les enfants de la rue. La rue n'a pas d'enfants. La rue ne peut pas avoir d'enfants. Les enfants qui sont dans la rue, mais pas les enfants de la rue. Donc, c'est ainsi que Mandiaye a écrit 4 ouvrages aujourd'hui. Donc, un écrivain prolifique, un témoin, un observateur attentif à tout ce qui se passe, à tout ce qui bouge dans notre pays. Le Sénégal sous Abdoulaye Wade. Il caractérise banqueroute, corruption, liberticide. Wade, le grand-père Wade, il a eu à dire qu'il a façonné des milliardaires dans ce pays. Il s'en glorifiait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de millions, tout le monde parle de milliards. C'est devenu une banalité. Avant, l'argent était juste un moyen. Aujourd'hui, la quête de l'argent devient un but. Recherche effrénée de l'argent. Comment gagner de l'argent? Malhonnêtement souvent. Comment le conserver? Comment le dilapider? Comment le dépenser? Tout est occasion de gaspillage. Voilà la société. Et c'était le premier ouvrage de Mandiaye. Le deuxième, cet ouvrage était préfacé par notre camarade Boubacar Boris Diop. C'est dire la valeur déjà. Quand Boubacar Boris Diop accepte de préfacer un ouvrage, avec le talent qu'on lui connaît, j'en profite aussi pour lui adresser un souvenir amical, puisque depuis la faculté, on ne s'est pas vu. Nous étions les rares Sénégalais à être au département de français. Il n'y avait que les Libanais et les Français. Les autres Sénégalais étaient souvent à d'autres départements, mais pas au département de français. Parce qu'il fallait parler le français de France. Parce qu'il fallait parler du serment de Strasbourg en ancien français. On nous a pas parlé du pacte du Mandé, qui était plus proche de nous, qui nous concernait davantage. Nous apprenions à parler le français, Elroy, etc., Estoy, et ainsi de suite. Voilà dans quelles conditions nous avons eu nos diplômes à Dakar. Ensuite, deuxième ouvrage, problématique de la citoyenneté. En 2011, 2010, 2011 déjà, il produit un autre ouvrage. Troisième ouvrage, le pouvoir de Wade, autocratie, impunité et perte des valeurs. Au fond, il y a un lien dialectique entre ces deux ouvrages de Wade. Les causes et les effets. Le pouvoir de Wade, oppressif, d'ambition, avec toutes les caractérisations qu'on a pu faire. Après Wade, la famille,
tout recommencer. Tellement le gâchis était énorme. Quoi qu'on en dise. Donc, et là, c'était la préface de Amath Dansokho, une personnalité emblématique. Après, dernier ouvrage de Mandiaye, le leadership politique en Afrique. Bouba en a parlé longuement. Nous avons un problème de leadership. Les leaders africains, tels que Mandela, on les compte sur les deux doigts. Or, aujourd'hui, quel leadership faut-il pour le développement, pour assurer un développement autonome, une croissance partagée au niveau de l'Afrique? Voilà la grande question. Et c'est en cela que les interrogations de Mandiaye sont très pertinentes, sont très actuelles. Elles nous concernent tous. Nous ne pourrons pas démarrer, nous ne pourrons pas décoller, nous ne pourrons pas parler d'émergence tant que cette question ne sera pas résolue. Bouba a raison, il l'a dit fortement dans la préface de la Fondation. Donc, Mandiaye est une sentinelle, un écrivain prolifique, un observateur attentif, un militant engagé, altruiste, plein d'abnégation, exigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres ensuite, plus exigeant vis-à-vis de lui que des autres. Mais Mandiaye, c'est déjà une âme très sensible, à fleur de peau. Même dès que vous lui rendez hommage, il se met à pleurer. Mais ces larmes ne sont pas une faiblesse, c'est une sensibilité, simplement. Il est sensible à tout ce qui concerne l'homme, l'homme avec H majuscule. Et toute son ambition, c'est d'assurer le bien-être pour tous. C'est ainsi que, quand les camarades lui tombent sur le champ d'honneur, Mandiaye est là pour témoigner. Il le fait en trouvant les mots justes. Il le fait parce qu'il pense ce qu'il écrit. Et ce qu'il écrit sort du cœur. Voilà pourquoi ça va droit au cœur de tous les gens honnêtes. Ainsi, il a parlé de Jeanne Ndiolé, du groupe IPG. Même dans le cadre du travail, il est attentif au réseau de relations qui se développe. Il contribue à consolider ces relations. Mandiaye, c'est la fidélité dans les relations. Et donc, après cet hommage rendu à Ndiolé, un autre hommage est rendu à Mamadi Faye, qui a été membre des Assises nationales, membre de la RADDHO, membre du M23, une militante intrépide qui est morte pratiquement à la tâche. Mais qui se souciait de cette mort-là? Qui l'a aidé quand il en avait besoin? Elle s'est donnée corps et âme pour la lutte. Pourtant, sa santé était précaire. Mais à sa mort, qui y avait-il? Qui lui a rendu l'hommage qu'elle méritait? Il y a là une réflexion à mener. Et Mandiaye a trouvé les mots justes pour rendre hommage à Mamadi Faye. Et c'est à la limite comme s'il remettait en cause le degré divin. Non, Mandiaye est pieux. C'est un croyant pratiquant. Ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à la meilleure des créatures d'Allah, Mohammed d'Allah. Quand son fils est mort, Ibrahim, le seul garçon qu'il avait, le prophète d'Allah s'est surpris en train de verser quelques larmes. Puis il s'est ressaisi. Il a dit, mon Dieu, je ne remets pas en cause ton décret. Ta volonté soit faite. Je ne suis qu'un homme. Je suis sensible à cette perte-là.
Mandiaye a depuis pratiquement ces années, en disant Dieu, je ne remets pas en cause ton décret. Il était établi que ces gens-là vivraient pour une période déterminée. Ils ont accompli leur mission dignement. Et je suis sensible à ce qu'ils ont. Donc, Mandiaye, s'il a pu faire tout cela, écrire tous ces articles, s'intéresser à tous ces problèmes multiples, divers, complexes dans notre pays, c'est qu'à côté, il y avait une personne qui s'est sacrifiée, qui s'est dévouée. Mandiaye est toujours devant sa machine. Mandiaye est toujours sur le feu de l'action. Il s'interroge, il répond à des questions, à des sollicitations. Pendant ce temps-là, il y a une compagne, n'est-ce pas, dévouée, discrète, qu'il a appelée. L'opéré, Bessi se Bessi. Mandiaye, Bouba, voilà les mots que je voulais partager avec vous. Merci, Ismaël. Je donne la parole à l'auteur. Mesdames et messieurs, notre pays, le Sénégal, est comme l'Afrique de manière générale, handicapé par un manque notoire de bons dirigeants, crédibles et suffisamment patriotes à la hauteur de son ambition et des préoccupations légitimes de la majorité du peuple sénégalais. Depuis les indépendances, l'Afrique est fondamentalement confrontée à la question lancinante de bons leaders patriotes, des leaders qui se mettent à son service comme un sacerdoce. Voilà une question préoccupante à laquelle les peuples de notre continent peinent à trouver solution. Comme au Sénégal, malgré les alternances survenues, y compris celles supposées générationnelles, la situation de nos pays, sur plusieurs plans, notamment au plan de la bonne gouvernance, n'a pas guère changé. Les choses sont encore restées presque en l'état, ou même empirées. Partout, c'est la reconduction des mêmes méthodes et pratiques de malgouvernance. Elles persistent encore depuis les indépendances, bien que décriées en permanence par les populations. Nous avons particulièrement remarqué, de manière récurrente, que nos dirigeants politiques, à quelques rares exceptions près, ou tout au moins pour ce qui concerne ceux qui ont eu à gérer jusque-là notre pays et ceux d'Afrique en général, ils ne viennent au pouvoir que pour se remplir les poches et s'enrichir illicitement. À l'image de ces chefs d'État africains, dictateurs inamovibles, dépourvus de patriotisme et pilleurs sans scrupule des richesses de leur pays. Ensuite, au-delà de ce comportement indécent et condamnable, nos dirigeants passent le plus clair de leur temps à jouir des délices du pouvoir, pour ne pas dire à organiser des cérémonies mondaines de réjouissance pour eux et leurs amis, oubliant ainsi manifestement la misère crasseuse dans laquelle vit la grande majorité de nos populations dans le pays profond. Ces situations catastrophiques, aussi déplorables, qui perdurent encore en Afrique malgré tout, nécessitent, ou plutôt exigent maintenant, des peuples africains une reconversion profonde de leur mentalité. Par voie de conséquence, ils devront faire une prise de conscience citoyenne et patriotique sans équivoque.
faire jonction et collaborer étroitement avec toutes les forces vives et de progrès de leur pays, en vue d'un changement radical de l'état des lieux et de la présente situation. Et ces forces, en principe, considérées comme des sentinelles de leur peuple, devraient être les fers de lance et seront celles sur lesquelles les peuples devraient compter. Naturellement, si toutefois celles-ci prenaient en fait conscience de leur rôle d'avant-garde, ce qui devrait les obliger à tout faire afin de se hisser à la hauteur de cette immense et noble tâche à servir leur peuple en accomplissant cette mission historique qui est la leur et les incombe parfaitement au plus haut point, comme l'expression achevée de leur patriotisme et attachement à l'égard de l'Afrique, la mère patrie. Et s'il advenait toutefois demain que ces forces vives d'avant-garde arrivent à vaincre celles rétrogrades, prédatrices et d'immobilisme qui nous gouvernent présentement, elles devront dans les meilleurs délais apporter les changements majeurs nécessaires tant attendus par les populations africaines cibles, c'est-à-dire l'instauration d'une bonne gouvernance, d'institutions crédibles, fortes et pérennes, d'une démocratie véritable et consensuelle, d'une gestion vertueuse, efficiente, efficace des affaires publiques, etc. Et par ailleurs, ces forces devront asseoir fortement et de façon pérenne une culture du patriotisme sans équipe et une justice sociale équitable, etc. En outre, elles devront aussi mener une lutte farouche et permanente, sans quartier, contre la corruption sous toutes ses formes. Le tout dans l'objectif net et clair de gérer autrement et mieux notre pays, politiquement, socialement et culturellement s'entend. En effet, à mon intime conviction et modestement, ce livre ne vise justement ni plus ni moins qu'un tel objectif, si ambitieux soit-il. Je pense et même je suis convaincu que cet objectif est parfaitement dans l'ordre du possible des peuples africains. Surtout si telle est réellement leur volonté affirmée et qu'à présent, ils sont enfin devenus conscients que cette situation insoutenable n'a que trop duré et ne peut plus continuer et par conséquent, elle doit prendre fin le plus tôt possible. Et si au demeurant, ces derniers s'appuient sur l'ensemble des forces vives et de progrès de nos pays, et que celles-ci, à leur tour, s'engagent aussi avec force, conviction et patriotisme pour la même cause, la victoire serait bien à leur porte. En effet, si de telles conditions étaient bien remplies dans nos pays, comme dans le reste du continent, alors vaincre ces forces noires et renverser la tendance actuelle serait sans aucun doute parfaitement dans le domaine du possible. La recherche effective avec clairvoyance et détermination de bons dirigeants, tels que définis plus haut et que nous voudrions tant, est un objectif louable et noble à la portée des forces vives africaines. Objectif pour lequel toutes les forces de progrès de l'Afrique doivent militer et œuvrer inlassablement aujourd'hui, car il est devenu un devoir impérieux pour les forces vives et de progrès des pays d'Afrique d'agir concrètement et de quitter à présent le terrain de la rhétorique et des vœux pieux. Il est dès lors urgent de libérer enfin les peuples d'Afrique qui souffrent encore, faute de véritables leaders patriotes nécessaires. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà une introduction au débat. Donc après Bourgois et Ismaël, moi je voudrais tout simplement ajouter ceci à propos de notre ami Maniaï Gaye. C'est que Maniaï est l'un des plus courageux camarades que j'ai connus dans la lutte. Lui et Charles Gaye, et à son âme,
ils étaient un peu plus jeunes que nous. Mais ils ne réussissaient pas la tâche. Ils étaient les premiers à se porter volontaire quand il s'agissait de faire les tâches les plus difficiles, d'aller affronter la police. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Et Mandiaye, en ce moment, est devenu un homme véritablement de réflexion, parce qu'il est en train de voir tout ce qu'il a fait dans la pratique, dans la vie pratique, au niveau de l'organisation politique. Et il sait, et son expérience lui permet aujourd'hui de produire avec une vitesse fulgurante tous ces livres dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais Mandiaye était un sportif aussi. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que Mandiaye était à la fois un footballeur et un basketteur. Ah oui, et un grand footballeur. Leur équipe c'était GA Saint-Louis. Il a aussi joué dans les équipes navétanes. Alors donc c'est un homme qui a plusieurs actes, plusieurs cordes à son arc. Mais avant de passer la parole à ceux qui veulent intervenir, je voudrais saluer la présence de l'ambassadeur du Venezuela. Il est là parmi les premiers, qui sont arrivés ici. Et tout à l'heure, comme il vous le disait, évidemment, il a ses obligations de diplomate. Il doit se retirer parce que, comme vous le savez, son pays est l'objet d'une attaque frontale de l'impérialisme international. Et en tant que dirigeant, diplomate, il doit être à tout moment à l'écoute de son peuple. Donc tout à l'heure, certainement, s'il veut aussi être le premier à parler, et nous allons lui donner la parole. Comme ça, il va ouvrir le débat. Est-ce que... Il n'y avait pas un baladeur? Oui, bonjour, je vous remercie beaucoup de l'occasion de partager avec un panel si illustre, des camarades de tous les coins qui ont quelque chose à dire, à apporter à l'espace du monde. Ce qui vient à l'esprit d'après que j'ai reçu l'invitation de notre cher ami sur la présentation de son quatrième livre. Parce que chez nous, on a toujours une inquiétude par rapport à l'Afrique. Nous réclamons les Afro-Vénézuéliens et apparemment personne ne nous croit pas. Mais on a le sentiment qu'on a les mêmes origines, qui ont été en train de parcourir le même chemin. Peut-être nous un peu plus avant que vous, mais nous sommes toujours face à quelque chose qui est apparemment intouchable, inaccessible, invisible, mais c'est-à-dire c'est un pouvoir qui nous malmène, qui nous détrône, qui nous détruit, qui nous disparaît, et nos efforts, malgré tout ce que nous faisons, n'arrivent pas à produire ce que nous voulons, que c'est tout simplement le bien-être pour tous. Alors, lorsque le titre du livre c'était sur le leadership en Afrique, dans l'année 2007, nous avons organisé une exposition sur le visage révolutionnaire de l'Afrique, que aujourd'hui nous le montrons aussi au monde de la résistance africaine. Muchos sí son
avant l'Isaïe africain, c'est qu'on appelle les pères de l'indépendance, les pères de la patrie, Mandela, qui est nommé ici, Nkrumah, etc., avec une très grande description. Et aussi à côté, on a montré une douzaine d'héroïnes afro-vénézuéliennes. On peut pour montrer les profils. Où est-ce qu'on peut trouver un chemin pour conduire la grande population à construire son avenir. Je trouve dans le discours de présentation sur la culture du livre qu'on pourra là-dedans chercher des choses pour nous rassembler et pour trouver aussi un chemin ensemble comme nous prenons, particulièrement mon cher président Hugo Chavez, que seulement le Sud peut aider le Sud. Et nous sommes des pays du Sud, des populations du Sud. Et aussi nous sommes héritiers de ce qui est né ici dans les berceaux de l'humanité. Nous sommes très fiers de ça. Et je suis sûr que ce qui vient de enregistrer pourra servir à notre institut de recherche stratégique sur l'Afrique et sa diaspora pour avancer sur la construction d'un cadre de rapprochement capable de nous comprendre. Même si nous ne parlons pas français ou espagnol, nous pourrons aller ensemble à faire beaucoup de choses. Je remercie vraiment l'occasion de dire ça, être parmi nous, et bien sûr, on fera en Buenos Aires le souverain de M. Merci. Gracias. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais demander à vous vraiment de traduire le livre de Mandiaye en langue nationale. Bon, précisément, bon, lui, c'est le spécialiste pour le Wolof. On pourra demander à nos amis en plat et choses de faire de même. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement vient de prendre une décision qui consiste, à partir de la rentrée prochaine, d'utiliser les langues nationales dans le système d'enseignement. Moi, je trouve que c'est presque 40 ans après les expériences qui ont été produites ici, des expériences qui ont permis de savoir que l'enfant qui commence à apprendre dans sa langue nationale, dans sa langue maternelle, maîtrise mieux les autres langues. Aujourd'hui, si les enfants parlent très mal le français, c'est parce qu'avant tout, ils ne maîtrisent pas leur propre langue. Et nous avions fait une expérience, et cette expérience était étendue sur l'ensemble du territoire, sur les petites langues, le Pulaar, le Wolof, le Sérère, le Joola et les deux Mandé et le Soninké. Et l'expérience avait réussi. Pourquoi on n'a pas avancé? C'était au temps de Senghor, parce que Senghor était là, président de la République en 1978. Il n'a quitté qu'en 1881. Bon, mais son prédécesseur aussi, Aboudou, n'a rien fait. Or, l'expérience était concluante. Nous avions deux classes dans chaque école. Deux classes, une classe qui commence au sud, au départ, par les enfants commencent par apprendre leur langue. Du CI au CE1. Et à partir du CE1, ils commencent à apprendre le français. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année, de cette année-là, en 1978? Les enfants qui avaient commencé leur propre langue, qui avaient commencé l'enseignement par leur propre langue, au CI, jusqu'au CE1, et qui ont continué par la suite en utilisant toujours leur langue, jusqu'au CE2, mais ils étaient plus forts que les autres qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas utilisé leur langue maternelle. Ils étaient plus forts quand ils sont arrivés au CE2.
les résultats ont été meilleurs pour tous les enfants qui ont utilisé leur propre langue. Et ça, c'est quelque chose qui était connu de tout le monde. Maintenant, pourquoi? Parce que pourquoi on n'a pas fait ça? Et on attend presque 40 ans après, 78 ans maintenant, je crois que bientôt c'est 40 ans. 40 ans après, pour l'introduire, pour être convaincu qu'il faut utiliser, il faut introduire les langues nationales dans le système d'enseignement. Ça, c'est voilà le retard de 40 ans qui ne s'explique pas. Sinon, nous avions des gens, comme le dit Ndiaye, à qui n'ont pas le leadership. Le leadership leur manquait, sinon, ils devraient comprendre que c'était une nécessité pour les enfants d'utiliser leur propre langue, comme cela s'est fait dans tous les pays du monde qui se sont développés, que ce soit en Chine, en Corée, en fait, même dans les pays africains ici, les gens qui ont utilisé leur langue comme système d'enseignement, évidemment, ont eu des résultats meilleurs que les autres pays qui n'ont pas utilisé. L'autre problème, c'est Ndiaye. Je pose la question parce que je dois avouer que je n'ai pas encore lu le livre. Parce que c'est aussi un problème de vision, vers le suivi de l'opération, qui m'a permis de ne pas pouvoir lire. Quand je commence à lire un livre, alors je mets le temps nécessaire pour lire, annoter, étudier, etc. Alors, je n'ai pas lu, mais j'ai lu juste l'introduction de Gouba. Et en fait, Ndiaye m'a rendu un hommage vérité. C'est cet hommage que j'ai rendu à Nelson Mandela lors de son 90e anniversaire, quand il a décidé de quitter le pouvoir. Mais je pense qu'il y a d'autres pays, d'autres leaders ici, comme Kwame Nkrumah, quelqu'un l'a cité tout à l'heure ici, comme Gamal Abdel Nasser, comme Lumumba. Ah bon, ils sont là-bas. Alors, je m'explique. Alors, bon, j'avais l'impression en disant chose que c'est Mandela seulement qui était mis en exergue avec les autres aussi. Voilà, d'accord, merci. Alors, je m'explique donc. Alors, je crois que vous avez quelque chose à dire. Moi, je vais réagir rapidement à la discussion, parce que comme j'ai une réunion qui commence à 18h30, donc aussitôt après, donc je voudrais vraiment une fois remercier tous ceux qui sont venus donner mon position sur un certain nombre de questions, y compris d'ailleurs la dernière que tu viens d'évoquer. Parce que je suis militant de la Ligue nationale. Tout récemment, j'avais initié une pétition contre le sabotage des langues dans ce pays. Et effectivement, il y a un problème de leadership, mais tu vas être très surpris parce que pourquoi ça a changé actuellement. D'abord, un peu les anecdotes et la question de Aliou, est-ce qu'on peut avoir espoir? C'est une question avant-hier que les étudiants m'ont posée, parce que je leur ai montré un film sur les événements de 2011. Mes collègues de la fac de droit, il y a un institut, Sambatian m'a demandé de faire des cours sur la société civile. Et non seulement j'en ai parlé, mais j'ai montré le film. Parce que j'ai un ami que vous connaissez, Ibez. Il prend le film sur tout ce qui se passe. Et j'ai fait un film sur les événements de 2011-2012. Ce qui a amené le 23 et tout ça. Et après les étudiants, il y en avait qui prenaient, ils disaient, voyez, comment expliquer que... Parce que dans le film, on voit tous les leaders de l'opposition qui étaient avec la société civile, à la place de l'obélisque, et ce que c'est devenu. Alors, ils m'ont dit, mais est-ce que dans ce pays, il y a un espoir? Je dis, mais les révolutions, le peuple français qui a fait 1789, la commune de Paris, Mars s'est prononcé là-dessus, qu'il y aura des victoires, il y aura des reculs. Bref, je crois qu'il faut imaginer à lui, c'est ça qui disait Sisyphe. Et Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe, c'est ce héros qui pousse le rocher jusqu'au sommet et le rocher qui tombe encore et chaque fois qu'il repousse. Il disait qu'il faut imaginer Sisyphe, le philosophe, comme Tcherno Sam, que c'est notre condition humaine. Le combat, il est un combat éternel. Et donc, quand je vois Ndiaye,
Mais tu sais, c'est ton papa qui a fait que j'ai connu Madiaye. Parce que Bouba Sall, son ami intime, c'est mon cousin, Lamine Camara. Alors, c'est comme si, mais ces doyens-là, ça fait plus de 60 mois, à l'époque j'étais à l'école primaire, je les vois toujours. Donc, il y a de l'espoir, il y a des gens qui sont restés ce qu'ils sont. Et moi, ça m'encourage, c'est tout le fait que je dis, mais il y a d'autres qui, comme eux. Donc, ça c'est dans les années 50. Moi, j'étais jeune, je suis né en 51. Donc, il y a de l'espoir. Deuxième élément doyen, c'est le débat sur la typologie. Des leaders, c'est vrai que le débat, Madiaye a abordé le leader politique. Mais sur la société civile, le secteur privé, ce débat-là, il est parti, mais le secteur privé, il doit y avoir des leaders. Moi, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. C'est les livres. Mais nous, les professeurs aux États-Unis, les livres, tu ne les achètes même pas. Parce que le secteur privé, c'est ce qu'il veut. Quand il y a un bouquin qui sort en Amérique, c'est le système capitaliste, il y a ses règles, le secteur privé. Il y a d'abord l'édition normale. Ce que Madiaye vient de faire là, qui coûte 15 000. Mais 2 jours après, le même livre, le même contenu, il est vendu presque à 2 000, 3 000 francs. Il y a ce qu'on appelle paperbook. Paperbook, ils appellent. C'est-à-dire que ça devient banal pour que chacun puisse le lire. Moi, quand j'ai fait mon livre au presse, j'ai dit, mais il faut faire une autre édition pour que les étudiants puissent l'avoir à 2 000 francs. Parce que 10 000 francs, les étudiants, ils ne pourront pas. Il n'y a que certains comme moi qui pourront l'acheter. Donc, le secteur privé doit faire son boulot. Avant-hier, Samuel était là, quand Gaïdé a posé le problème sur l'édition. L'édition, ça c'est. Mais il y a des débats, il faut qu'on y revienne. J'ai même proposé pour honorer le Moudi Abidjan que chaque année, on attend faire le point sur le nombre de livres tirés. Qu'est-ce que ceux qui ont produit, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ce débat-là doit être sur la table, mais ça le secteur privé. Les leaders sur le plan éducatif doivent être carrément. Mais c'est pourquoi il y a ce débat sur les langues là. Je vais vous surprendre. Mais c'est les Américains. Les Américains, eux, ils savent ce qu'ils veulent. C'est eux qui sont à l'avant-garde dans le combat pour les langues nationales. Américains, ñi au Sénégal, wala la ñuy làkk ñoom. Japonais yi léegi gis nañ ko xam nañ ne pétrole bi am na ak yooyu. Ils vont bouger les autres. C'est eux qui sont à l'avant-garde dans le combat pour les langues.